Cours sur la figure de Barthélemy et Ouais, en particulier, là, j'ai un chapitre qui s'appelle Là où le copiste. ouais, Et je me disais que on pourrait parler de certaines de tes œuvres, en fait, qui rentrent un ouais, peu, enfin, qui font à cette thématique, parce que ouais, tu travailles beaucoup dans tes dessins, une espèce de forme d'écriture assez répétitive, ouais, ouais. qui a quelque chose d'obsessionnel. Mm. Est-ce que tu es d'accord avec cette description? Alors, j'ai réfléchi, enfin, le terme, quand je vois le résultat, oui, il y a un rapport obsessionnel, obsessionnel. Alors, je suis peut-être le moins bien placé pour le dire, tu vois, bah, vu que Mhm. je suis à Ouais. fond là-dedans. Mais c'est vrai que moi, donc, ce travail d'écriture est lié au dessin. Il est venu à partir vraiment enfin, c'est le résultat en fait d'une sorte de protocole, sorte de règle du jeu en fait que je me suis fixé. Donc c'est vraiment mon outil en fait pour répondre à une idée quoi. Donc c'est peut-être proche d'un dessin et d'une démarche peut-être plus liée à ce qu'on appelle l'art conceptuel, tout ça. Mhm. Et alors, plus que dessin obsessionnel et de répétition, parce que c'est vrai que en fait, dans ce que j'écris, c'est jamais répété en fait. Peut-être que la D'accord. démarche, elle est répétée, Mhm. mais le texte que je recopie, donc parce qu'il y a cette idée de copie aussi, Ouais. Mhm. c'est jamais, il n'y a pas de répétition en fait. C'est vraiment, par exemple, je vais recopier, là, le dernier dessin que j'ai fait comme ça, j'ai recopié un texte de Warburg. Euh, Mhm. donc, voilà, et donc Donc le texte que tu choisis de recopier, il a un sens par ouais. rapport au Alors, je support. me suis toujours dit que, en fait, c'est marrant parce que c'est dans ma pratique, il y a vraiment ce rapport au temps et c'est peut-être plus une démarche méditative, plutôt contemplative, Mhm. méditative. D'accord. Alors, Mhm. j'ai commencé, en fait, en gros, les premiers dessins, c'était à partir de marches. Parce que j'ai fait mes premiers travaux par rapport à ça, c'était quand j'étais étudiant encore à Grenoble, à l'école d'art de Grenoble, où en fait c'était des trajets que je faisais avec ma caméra, en fait posée sur le corps, comme je disais, et en fait comme un prolongement du corps, je venais enregistrer le temps par la marche. Et en fait, la marche, en fait, et le langage, enfin, ça, j'ai lu ça quelque part à un moment donné, une lecture, je sais plus l'auteur, mais c'était un livre d'urbanisme et de sociologie, ça s'appelait Le langage des villes. C'était aux éditions Parenthèses, là, une super maison d'édition à Marseille, qui travaille un petit peu sur l'architecture enfin, voilà, les questions liées au paysage, l'urbanisme, l'architecture. Et donc, il parlait du langage, en fait, en gros, quand on marche, c'est un petit peu en lien avec le texte, en fait, il y a une forme de rythme, d'ailleurs, on dit un cheminement quand on parle de pensée, tout Il y a ça. une analogie pour toi entre le temps de la marche et le temps de Voilà. l'écriture. Donc les premiers travaux, c'était ça. Après, j'ai noté des mots dans mon carnet où je les enregistrais en les lisant. J'ai noté des mots, tout ça sur mes trajets. Donc ça, c'était la deuxième forme. Donc il y a eu une bande son, voilà, et voilà des affiches comme ça où j'écrivais le texte, voilà, avec des signalétiques, voilà, des graffitis lus sur mon passage, tout ça. Et après, en fait, de tout ça, je me suis dit que j'allais réinvestir ces relevés dans une sorte de territoire, dans un autre territoire, c'est-à-dire celui de la feuille. Et donc j'ai retranscrit ces mots, voilà. Et donc j'ai commencé en 2007-2008. Les premiers dessins, c'est marrant quand je les regarde, les mots sont très très lisibles. Voilà, donc on voyait vraiment les mots. Et Mhm. à partir d'un moment, j'ai commencé à resserrer et entremêler ces mots, c'est-à-dire faire disparaître le sens premier des mots Mhm. pour avoir une suite de boucles d'entremêlement et que cette suite de mots devienne une sorte de tissu, ce que j'appelle tissu d'encre. Et ça, en fait, alors c'est marrant, je vais donner une petite anecdote. Donc j'ai eu un atelier donc à la sortie des Beaux-Arts dans un quartier, une cité en fait à Montreuil, dans le Haut-Montreuil. Et en fait, il y avait une dame, enfin, on avait fait les portes ouvertes, une dame, elle voit mes dessins. Je me rappelle, elle avait son caniche dans les mains, enfin, une mamie vraiment du quartier, quoi, et qui regarde mon travail et qui me dit finalement, vous faites la même chose que moi, vous faites du tricot. Cette remarque, elle m'est vraiment restée parce que c'était vraiment ça, c'était Oui. l'entremêlement des mots.
pour libérer le sens du mot et que ça devienne une suite de boucles, tout ça. Et donc après, ça a créé des ensembles de, de créer une image à partir d'écriture qui se perd. Donc Et la donc, en métaphore fait, du tissu, ça vient de cette remarque de cette dame. ouais, alors c'était déjà là, mais je trouvais qu'elle le disait très simplement. Et en fait, il y a plein de gens, après, je me suis rendu compte qu'on travaillait sur ça, sur cette idée de rapport image, texte-image, en fait. Et voilà, et donc c'était le début un petit peu de ce travail d'écriture. Donc voilà, ce travail obsessionnel, il vient finalement d'une idée assez précise. Parce que je dis ça parce que je précise, j'ai fait des expositions avec, par exemple, des artistes. J'ai fait une exposition qui était, je trouve, enfin, j'ai bien aimé. C'était une expérience intéressante et une belle expo. C'était à Sainte-Anne, à l'hôpital psychiatrique. Ah oui. Au centre de Sainte-Anne, ils ont un musée en fait. Ils ont une collection. Là, ils ont eu le statut de musée. À l'époque, ils ne l'avaient pas quand on avait fait l'expo. Donc, c'était une exposition sur l'écriture. Et j'ai rencontré une artiste voilà, qu'on classe souvent dans l'art brut, qui s'appelle Gilles Gallieni. On a des boulots, je ne connaissais pas avant de faire l'exposition, on a des boulots très très proches. C'est une artiste qui a des œuvres qui sont, je sais pas, au LAM, enfin voilà, au Centre Pompidou. Et elle définit vraiment son travail comme des prières à Sainte Rita et une démarche obsessionnelle par rapport à ça. Et peut-être cette réflexion de choix de mots, donc c'est pas simplement obsessionnel, c'est plus pour moi méditatif. Voilà le résultat. Je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire que c'est obsessionnel et je peux pas dire l'inverse. Voilà. Donc voilà par rapport à... J'utilisais ça moi en pensant à l'exemple de l'écriture rose de Antaille. Oui, oui, aussi, ouais. Où on pense, Ouais. quand on fait le lien entre l'art et l'écriture, c'est un tableau assez fondateur de. Ouais, et alors il y a un texte super aussi, puisque j'ai découvert ça après. Il y en a beaucoup qui ont fait un travail comme ça de réécriture. Voilà, moi je me suis vraiment penché sur plein d'artistes. Et en taille, il y a un texte super. Donc c'est une correspondance avec Jean-Luc Nancy, où il demande ce travail. Et voilà, donc oui, lui, il y a un rapport aussi avec la matière de la toile, parce qu'il dessine en fait vraiment sur de la toile. Et moi, les artistes vraiment qui m'ont influencé, si on parle de ça par rapport à cette pratique, alors c'est marrant, j'ai fait une conférence aussi, je me suis rendu compte de ça. Souvent, je cite des artistes femmes. Une personne dans le public qui m'avait demandé qui sont vos pères. J'avais répondu, c'est pas des pères, c'est des mères. C'était marrant, et j'avais jamais réalisé ça. Donc il y a des artistes comme Pierrette Bloch. Ah oui. Voilà, des artistes peut-être un peu moins que j'ai découvert. J'ai été gardien de salle au Centre Pompidou, donc ça m'a permis de voir un peu des œuvres qui sont un petit peu dans les traversées, dans les vitrines, qui sont un petit peu plus, qui sont moins mises en évidence, mais des artistes comme Irma Blanc, qui ont été mis un peu là. Il y a eu une expo au MAMCO et la revue Reven en fait a fait tout un travail. Enfin, je crois que c'est eux qui sont commissaires de l'exposition. Donc il y a eu une exposition au CAPC et au MAMCO de Irma Blanc, c'est une artiste italienne, et une artiste aussi qui s'appelle Anne Darboven, Myrta Dermizacce. Donc Pierrette Bloch, Irma Blanc, Anne Darboven et Myrta Dermizacce. Je dirais que c'est 4 artistes qui sont pour moi avec je regarde, voilà, Pierrette Bloch, c'est quelqu'un vraiment qui m'a influencé. Il y avait une exposition à Grenoble, au musée de Grenoble, quand j'étais étudiant. Et après, j'ai eu la chance, les premières expositions que j'ai faites, on m'a proposé, en fait, il y a des familles d'artistes comme ça qui réexposent, et Pierrette Bloch, on ne s'est jamais rencontrés, mais on a exposé 3 ou 4 fois ensemble dans la même expo. Et ma première exposition au Centre d'Art à Tanlay, j'étais dans la salle voilà, avec Pierrette Bloch, en fait. Voilà. Et c'est une artiste que j'aime beaucoup, même ses écrits. Voilà, donc il y a vraiment ce rapport. Alors elle, je sais qu'elle détestait qu'on la rapproche de l'écriture. Elle parlait plus de rythme, voilà, par rapport à ses points.
Mais quand même, pareil, quand on regarde vraiment, on peut faire un rapprochement avec l'écriture. Mm, mm. Et je voulais parler d'une série d'œuvres en particulier qui peut vraiment être rapprochée de la thématique de Barthelby, parce que Barthelby, il travaille dans un bureau à côté Ouais, administratif. Et je sais que tu as fait une série d'œuvres où tu ouais. dessines sur des lettres de motivation qui sont mal imprimées. Ouais, alors Et- ça, c'est parti. Alors c'est marrant, elle a rejoint la fondation Michalski là, il y a 2 semaines. Mhm. Ah, Et en génial. fait, bon, c'est un triptyque. Et en fait, ça part d'un. C'est parti d'une anecdote en fait. Il y a une historienne de l'art qui s'appelle Septembre Tiberghien. Je sais pas si tu la Mhm. connais, peut-être tu la connais. Oui, oui. Donc Mhm. Septembre, elle est venue à l'atelier, donc je lui ai montré mon travail. C'était pour la revue Hippocampe. Et en fait, parallèlement à ça, je cherchais du travail comme enseignant en école d'art. Donc je faisais des lettres de motivation que j'enseignais dans les écoles. Et en fait, donc Septembre, elle vient dans l'atelier. En fait, il y a mon imprimante qui avait recraché une lettre. Voilà, quand on n'a plus de cartouche, en fait, d'encre, il y a cette lettre enfin, qui était sortie comme ça. Et en rigolant, elle me dit, ah, mais ça aussi, c'est ton travail. Et du coup, j'avais pas réalisé. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce qu'elle m'a dit, tout ça. Je l'ai gardé, en fait. Et quelques temps après, j'ai eu l'idée voilà, de réintervenir à l'encre sur la lettre. Mhm. Alors, peut-être je pourrais Et faire là, un petit tu pas. dessines en fait Ouais, là. Là, tu dessines sur la lettre. Ouais. peut-être je peux faire une petite parenthèse par rapport à ma démarche. Dans mon atelier, plus voilà, avec un protocole et une table où je suis plus dans l'expérimentation. Et pour moi, c'est important ce va-et-vient parce qu'en fait, je veux pas avoir qu'un travail protocolaire. Je pense que, enfin, le dialogue entre les deux nourrit l'un et l'autre. Et là, en fait, le travail de l'aide de motivation, donc il est né de cette rencontre aussi avec Septembre et l'idée de aussi, enfin, c'est l'un des par exemple, tout bêtement, donc j'ai testé aussi la plume à l'encre, tout simplement. D'habitude, je travaille avec un outil avec le Rotring. Là, c'était une autre manière de travailler, comme tu dis, plus dessiné, plus un travail lié à la page blanche, enfin la feuille blanche, et plus un travail d'expérimentation. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais j'aime bien de jouer un peu sur les deux. Et là, par exemple, je fais un travail à partir d'archives d'historiens de l'art en ce moment. Je travaille sur une nouvelle série, et en fait, c'est né aussi de ce rapport entre les deux tables. Mhm. Et là, tu recopies des textes d'historiens de Alors là, l'art? donc là, c'est un travail, j'ai commencé, bon, moi je travaille beaucoup dans le temps, tu vois, c'est vraiment, donc j'ai commencé, je crois que c'est en mars dernier, hein, mars, donc voilà, donc j'ai encore du boulot, mais j'ai été invité par un historien de l'art qui s'appelle Jérémy Kering. Donc lui, il est commissaire d'une exposition où il va présenter des dessins d'historiens, donc toujours sur ce rapport à écriture et Ah dessin. oui, là, c'est l'inverse en fait. Voilà, comment les historiens de l'art se sont saisis du dessin pour analyser des œuvres et comment ce dessin et cette analyse plus enfin, voilà, dans le geste et dans l'approche justement d'une œuvre par la copie, tout ça, la retranscription, comment ces dessins ont nourri les textes. Et donc, en fait, là, c'est vraiment un travail historien et artiste. Donc, Jérémy va être commissaire, donc il va présenter une exposition des dessins de ces grands historiens. Dedans, il y aura Meyer Shapiro, Aby Warburg, Hubert Damisch, des gens comme ça. Et Mhm. moi, il m'a proposé, en fait, d'intervenir, mais comme un artiste qui regarderait un peu ses archives, avec Mhm. liberté d'artiste, et comment moi, je produis quelque chose à partir de tout ça. Mhm. Et là, en fait, donc j'ai abordé avec de différentes manières. Par exemple, à Warburg, j'ai recopié en fait tout simplement un texte qui est fragment d'une expression.
Donc bon, je connaissais l'Atlas, tout ça, mais ce texte-là, c'est le. Alors tout à l'heure, oui, je disais que d'habitude, je prenais vraiment des journaux, des prospectus, des choses vraiment pour pas que ça soit. Je voulais pas que ça soit un travail qui fait une sorte de révérence à un texte, parce que j'aurais Mhm. été Barthes, Mhm. Valseur, d'autres. Donc j'avais choisi le fait que les textes recopiés soient une sorte d'actualité finalement qui font le temps aussi qui passe. Mhm. Là, De ton quotidien, en fait, ouais, c'était des voilà. textes. Ouais. Là, c'est la première fois où j'ai fait le choix de prendre un texte de Warburg. Et pourquoi j'ai pris ce texte-là? C'est plutôt par rapport à la forme du texte. Mhm. En fait, dans ce texte, c'est le fragment d'une expression. En gros, Warburg, il a pris plein de notes. C'est des notes de Warburg. Et en fait, sa femme a recopié sur des fiches de 16 sur 11 donc, toutes les notes de Warburg euh, pour, euh, pour les classer, en fait. Et Mhm. Et toi, je tu trouvais t'intéresses à cette forme-là, en fait. voilà, Mhm. à la base, je m'intéressais à la femme de Warburg aussi, qui a fait les beaux-arts, tout ça. Alors, en fait, au début, donc elle a fait ça, et après, c'est Warburg qui l'a fait, donc je pense qu'elle en a eu marre, enfin, je l'imagine comme ça. Mhm. Et en fait, donc du coup, je trouvais que la forme du texte était intéressante, parce que dans l'édition, c'est l'édition chez Macula, ils ont reproduit vraiment les textes sous forme de rectangle, comme ça. Et Mhm. moi, je trouvais ça m'intéressait parce que finalement, c'est un peu la même chose que je faisais. C'est la même démarche que j'ai de recopier, Mhm. mais dans un champ, le champ des arts plastiques. Mhm. Voilà, donc là, j'ai fait ça pour ce texte-là. Et Mhm. là, je suis en train de travailler sur les dessins de Meyer Shapiro, où là, je travaille sur la box 52, c'est donc dans les archives. Donc en fait, j'ai choisi vraiment un ensemble d'archives. Et en Mhm. fait, pourquoi ces dessins? Parce que c'est des dessins très graphiques qui renvoyaient un petit peu pour moi à la calligraphie D'accord. Mhm. forme de calligraphie. Donc, c'est des œuvres de Bruegel, tout ça qu'il a regardé avec des textes. Et du coup, en fait, là, je suis en train de faire une sorte de cartographie avec des sortes de points ou petits traits comme ça qui détourent en fait. Et les dessins de Shapiro se révèlent en réserve. D'accord. Voilà. Mhm. J'ai mis un petit peu des dessins des premiers dessins sur Instagram. Et le dessin de Warburg, il est sur mon site. Je l'ai mis déjà. Voilà. Donc voilà, et après je vais enchaîner après avec d'autres. Et et là, norme, ouais, Tout en produisant ton travail ouais, d'artiste, ouais, ouais. tu nous montres aussi comment ces historiens de l'art travaillent aussi avec une forme, Alors, finalement, où ils ça prennent des c'est notes plus, en dessinant. ouais, je pense que c'est plus Jérémy. Enfin, il y a vraiment, ça serait une exposition Ouais. presque histoire de l'art, hein. Mhm, mhm. Moi, c'est plutôt mon regard un peu sur ces notes. Et justement, je trouve que c'est ça on m'a permis un petit peu ces dessins de Shapiro, c'est plus une forme de sensibilité. Presque, des Mhm. fois, j'essaie de moins en savoir sur les dessins pour pas trop que ça soit dans un truc informatif. Il y aura les deux, en fait, dans l'expo. Mhm. Et alors, là, je devais aller à Berlin aussi pour travailler avec Dario Gamboni qui est un historien de l'art encore vivant, qui sera dans l'exposition et qu'on fasse un travail à deux en fait. Voilà, mais on va voir quand est-ce qu'on va le faire avec le confinement. Mhm. Et du coup, en fait, voilà, je travaille un petit peu sur une masse d'archives. Oui. Et Ça, c'est voilà. quelque chose que tu faisais déjà auparavant. Je Oui, oui. pense, alors dans un tout autre genre, mais quand tu as travaillé sur les lettres de ton Ouais. père, Voilà. c'était aussi une forme d'art, même Oui, si c'est oui. des archives Ouais, ouais, ouais. personnelles. Et le complot des pigeons, en fait, donc c'est le nom de la série. En gros, les dessins avec Meyer Shapiro, je me suis inspiré un peu de cette série, sauf que le complot des pigeons, je recopiais vraiment presque à calquer en fait l'écriture en fait du détenu. Et alors, enfin, bon, ça fait partie de mon histoire personnelle. C'est mon grand-père qui était en détention pour atteinte à la sûreté de l'État. Donc à l'époque, il pouvait être guillotiné, tout ça pour atteinte à la sûreté de l'État. Mais c'est une histoire en fait qui rejoint un peu la grande histoire entre guillemets, parce que c'est le complot des pigeons.
En fait, en gros, il a été enfermé parce qu'il était chauffeur de Jacques Duclos, qui était un homme politique communiste, et qui s'est opposé à la guerre de Corée et qui a été enfermé, enfin qui a été mis en prison pour soi-disant transmettre des messages, enfin des voyageurs qui transmettaient des messages en URSS. Alors pour les historiens, en fait, Quelle année c'était tu disais, c'était ça? En quelle année c'était? 52. Et donc, en gros, pour les historiens, cet épisode-là, c'était un peu la guerre froide vue de France, en fait. Et donc, en fait, l'opinion publique rigolait un peu parce qu'ils se disaient, bon, ils ont été enfermés pour des pigeons. Donc, ça a fait tout un bruit à l'époque. Et donc, moi, ce qui m'intéressait dans toutes ces archives que j'ai à la maison, quoi, c'est à la fois donc, cette histoire politique, mais en même temps, si on ne la connaît pas, c'est pas grave. Mais ce qui m'intéressait à la base, c'était aussi le rapport qu'il y a dans l'écriture du détenu avec le détenant ou enfin, l'institution. Il y avait vraiment un jeu de langage entre la personne détenue qui souvent, bon, moi je viens d'une famille assez prolétaire, on va dire, ouvrière, donc avec un langage avec des fautes d'orthographe, un langage un petit peu qui se confrontait à un langage administratif avec par exemple, les lettres, quand elles sont lues en prison, elles sont tamponnées avec des passages qui étaient biffés, en fait. Donc, et donc, il y avait ce rapport-là d'effacement d'un message. Peut-être là qu'est né l'effacement. Ouais. Donc, l'effacement d'un certain message. Et moi, en fait, j'effaçais aussi certains messages pour appuyer d'autres. Et alors, quand j'ai fait cette série, donc en gros, j'ai vu une exposition au Louvre des frères Limbourg, qui étaient des, des comment dire, d'enlumineurs de Oui, texte. voilà, les mineurs médiévaux. Ouais. Voilà. Donc, je suis passé, alors techniquement, je suis passé au rotring pour avoir vraiment des détails. Et donc, en fait, j'ai pensé à ce travail-là et j'ai redessiné certaines écritures et j'ai réappuyé aussi des pliures du papier, des taches. Voilà, donc il y a vraiment voilà, une réhausse aussi qui font que c'est pas simplement une copie, mais que la tache de gras sur le papier, bah, rehaussée, devient une sorte d'enluminure du texte, papier à lettres. Voilà. Et, et après, donc, il y a eu une édition de l'Endroit Édition. Donc voilà, je fais un peu de pub. Oui, C'est une oui, c'est ça, ça a édition. donné un très beau livre d'ailleurs. C'est une très Ouais. jolie édition. Ouais. En gros, c'est né aussi au début. Ce travail, bah, il était compliqué à montrer. Il y a 28 dessins. Il faut les faire encadrer, les dessins. Je les ai montrés de plusieurs manières en fait. Je les ai montrés une fois sous table. C'était Fabienne Bidot qui est commissaire d'exposition. C'était une exposition un peu confidentielle. C'était des internationales des arts, dans l'atelier d'une artiste. Voilà. Donc elle a fait une exposition et je les avais montrés sur table. Et en fait, les gens prenaient les dessins comme ça parce qu'ils pensaient que c'était de la photocopie, tout ça. Donc je me suis dit, tiens, ça Ah marche ouais. pas, parce que par rapport à la photocopie. Oui, oui. Et en fait, du coup, je les ai vraiment assumés comme dessins et je pense que c'est là qu'il y a le plus Ouais. d'impact. Mais montrer 28 dessins, c'était compliqué. Donc voilà, il y avait cette idée-là. Donc après, je voulais vraiment montrer cette série. Donc j'ai eu l'idée d'un livre. Donc voilà, et donc l'Endroit Édition, ils étaient partants. Et dans ce livre, j'étais content parce qu'il y avait un historien de l'art, enfin non, pas un historien de l'art, un historien Bien, qui s'appelle Partière, qui a écrit un papier, enfin un texte sur la série. Et ce qui était intéressant, c'est que lui connaissait plus cette histoire du complot des pigeons que moi. Donc voilà. D'ailleurs, il a fait un projet. Après, il avait écrit aussi avec Mathieu Pernaut. Je crois que c'était à la santé aussi. Et voilà, en me disant, bah là, tu vois, ce document-là, en fait, il y a un moment, il y a une carte de visite du café de la santé. Il me dit, bah à l'époque, en fait, le café de la santé, c'est là où les familles venaient faire peser les colis avant d'aller à la santé. Plein de références comme ça que moi, quand j'ai fait mes dessins, en fait, Ah oui, donc il t'a appris des choses aussi il avait un regard historien. Puis il est spécialiste de Foucault aussi. Ouais, voilà, oui, ça aussi, oui. Le rapport, Je suis arrivé quand même pour le voir. Alors, moi, j'ai découvert Philippe Artière par un site qu'il avait qui s'appelait Scriptopolis.
Donc où vraiment il s'intéressait à toutes les formes d'écriture, l'écriture populaire, familière. Donc je suis allé chez lui, pour la petite histoire, c'était marrant parce que ses enfants avaient fait des billets de banque, des faux billets de banque. Et donc il m'avait montré ça, il m'avait dit, t'as vu comme c'est intéressant, le rapport à l'argent chez les enfants, nanana. Et c'était super intéressant ce qu'il me racontait sur les dessins de ses enfants, sur ces billets, ces faux billets, quoi. Et donc voilà, donc c'est Et parti de lui-même, là. il collectionne les romans photos, je crois. Il est Oui, fan de oui, oui, romans oui, 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 photos. oui. Ouais, ouais. Et après, du coup, je suis arrivé pour lui dire, ah bah là, les lettres de prison de mon grand-père, en fait, le langage du détenu n'est pas le même, nanana, nanana. Et en fait, moi, je connaissais pas Michel Foucault à l'époque. Et en fait, c'était... Donc voilà, il m'a parlé de Surveiller et punir de Foucault. Et en fait, c'est exactement ce que j'avais ressenti en lisant les lettres de Mm. mon grand-père. Ah ouais, c'est super. C'était un super Voilà. projet, une super rencontre, ça. Mm. Ouais, et en parallèle, alors on parlait de ça tout à l'heure, enfin je passe par rapport à Reveal de Kooning Drawing, je sais pas si tu veux qu'on Oui, en voilà, parle c'est ça. maintenant. Ouais, oui, c'est ça, c'est qu'il y a l'effacement. Justement, je Ouais, voulais qu'on parle de ça. Là, tu parlais d'effacement dans les lettres de ton grand-père. Et tu as ce grand travail là, enfin, cette vidéo sur ouais, le tableau effacé de Kooning. voilà, ouais, donc ça c'est un travail que j'ai fait en parallèle en fait. Ce qui est marrant, c'est vraiment, j'ai fait, quand j'étais à l'atelier, je faisais ces deux boulots. Ah oui, au même moment. Ouais, au même moment, ouais. Et en fait, Kooning au même moment, en fait. ouais. Mm. Et donc, comment j'ai eu l'idée? Donc, je vois ce tableau, enfin voilà, qui me fascine par l'idée, en fait, de rien montrer. Je pense, Mm. pour faire une petite introduction dans ma démarche, aussi Al Pomodoro, qui est une pièce où j'ai présenté une odeur de cuisine dans un lieu d'expo. Je sais pas si tu vois cette pièce. Donc c'est une pièce. Je suis une courte introduction pour introduire de Mm, Kooning. mm, mm, mm. C'est dans la continuité pour moi. C'est une pièce que j'ai fait assez jeune, hein. J'étais en quatrième année quand j'ai faite au Beaux-Arts. Et donc j'avais fait un projet voilà, sur mes origines, pareil. Alors plus du côté italien, du côté de mon père. Là, je travaille beaucoup sur mes deux, enfin voilà, sur mes origines, quoi, on va dire. Et donc là, j'avais fait un travail autour de Super 8 de famille et avec une odeur enfin une odeur de sauce tomate qui me renvoyait un petit peu Mm. à ma famille. Et en fait, à la fin, la pièce est devenue juste une odeur. Mm, mm. On avait fait une exposition avec les quatrièmes années où l'expo elle s'appelait Solstice. C'est la première fois que je présentais la pièce. Où en fait, l'idée c'était de faire une pièce qui était en évolution en fonction du temps de la journée. C'est-à-dire quand on venait voir l'exposition à 10 heures du matin, c'était pas la même chose qu'on voyait qu'à 18 heures, 19 heures. Et en fait, tous mes camarades, enfin souvent, il y avait des pièces qui étaient souvent liées à l'image, au son qui évoluait avec la lumière. Et Mm. moi, j'ai eu l'idée pour ce projet-là d'enlever l'image et simplement de mettre une casserole qui passait dans les conduits d'aération de l'expo avec un cartel qui indiquait que l'odeur faisait partie de l'expo. Et en fait, pour moi, il y avait un rapport un peu mental, justement, ça allait un peu plus loin que justement ce travail sur ma famille. C'est Mhm. là une Donc, odeur. Ouais, tu cuisines au même moment, en fait. Tu faisais vraiment cuire de la sauce tomate, ouais, simplement ouais, là. ouais. Et Sauce en au fait, même après, ça mijote. Donc, en moment. fait, quand tu arrivais à 10 heures du matin, tu avais une odeur assez légère. Et quand Mhm. tu arrivais à 18 heures, et ben, tu avais une odeur très âpre et très Ah oui, forte. elle cuit toute la journée. Ouais. Mhm. Ouais. Et Ah, même au niveau, enfin, il y avait une chaleur aussi qui se dégageait de tout ça mhm. et ça renvoyait donc aussi à enfin voilà, moi j'ai grandi en HLM, il y avait ce rapport-là aux frontières, que l'odeur, enfin voilà, au parasitage aussi d'une exposition. Mhm, mhm. Voilà, donc ça renvoyait à tout ça. Et c'est une pièce en fait qui a là, il y a Denis Rioux qui avait écrit un livre en fait sur les œuvres invisibles. C'est le premier qui a écrit sur ma pièce. Mhm. Il y a du NAM sur les œuvres olfactives. Et après, là, il a sorti un livre sur les œuvres invisibles et il parle de ça. Et Mhm. la différence qu'il fait, lui, sur mon travail, c'est que moi, je le revendique pas comme simplement un travail conceptuel, parce que je suis pas le premier artiste à avoir fait des œuvres olfactives, il y en a plein, mais souvent, c'est lié à un concept, une odeur qui viendrait de Mars ou des choses comme ça. Moi, je Mhm.
revendique comme odeur, comme quelque chose de sensitif. Et voilà, donc Et c'est qui raconte une histoire aussi. ouais, voilà, c'est ce qu'il note Ouais. un petit peu dans son ouvrage. Voilà. Mhm. Et alors après, donc je reviens à De Kooning. Donc après, donc voilà, il y a ce rapport-là. Et donc je vois cette œuvre effacée, voilà, donc, qui me fascinait, quoi, ce travail de Rauschenberg. Hein, c'est une œuvre de Rauschenberg. Donc peut-être je fais une petite introduction sur l'œuvre de Rauschenberg. Ouais, Donc ouais, je en veux bien. gros, donc Rauschenberg, c'est un jeune artiste, pas encore connu. C'est en 53, c'est ça? Voilà, donc très jeune, il se dit, tiens, je vais aller voir un monstre de l'art à l'époque, une icône qui était Willem de Kooning. Donc il lui propose d'effacer, enfin il lui dit, voilà, j'ai un projet, je voudrais un de vos dessins, et l'idée c'est que j'efface votre dessin et que je l'expose comme mon travail. Et donc au début de Kooning refuse. Et après, il le rappelle, ou enfin, il lui dit non, viens et tout, et il lui dit oui, je trouve que ton idée elle est bien, mais Ouais. pour que ça marche vraiment, il faut que je te donne un dessin auquel je tiens vraiment. Donc il lui donne un dessin auquel il tient vraiment. Et alors il y a une interview de Rauschenberg qui parle de ça, je pense que tu peux trouver sur Internet, où il dit que, tu sais, c'est la légende aussi, tu vois, il dit oui, j'ai mis 3 mois à effacer, il y avait Mhm. du goudron, nanana, nanana. Et moi, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant que par les outils actuels numériques, j'essaye de retrouver un peu ce dessin. Et à Mhm. l'époque, alors je m'étais dit que j'allais vraiment essayer de retrouver en une image et scanner et tu vois, et punaiser au mur un scan du dessin. Et en fait, en parallèlement à ça, donc je m'étais posé cette question sur les archives de mon grand-père, là, les lettres de prison, où je me suis dit, tiens, je vais travailler sur des scans numériques. Je faisais pas encore beaucoup de dessins, en fait. Et d'être passé par le dessin par rapport à ces documents, les redessiner, même les calquer, je trouvais que je retrouvais des détails que peut-être j'aurais eu pas la même lecture avec le scan. En fait, pour moi, le dessin, en fait, on creuse dans le papier, on rentre dans le document. Par exemple, il y a un dessin où à un moment donné, je me suis vu refaire une empreinte digitale, alors qu'à la base, je l'avais pas vu cette empreinte. Mhm. Et un scan, alors je dis pas que c'est moins bien ou c'est mieux, mais je pense que c'est différent parce qu'en fait, on survole le document pour moi, Mhm. dans Mhm. le rayon survol. Et ça m'intéressait ce rapport. Et donc en fait, je pense que ça a influencé donc l'approche que j'ai eue pour la pièce Reveal de Koning Drawing, où en fait, bah, j'ai au culot, hein, j'ai appelé le MoMA de San Francisco où est conservée l'œuvre. Donc je parle très mal anglais, donc ils n'ont rien compris à ce que j'ai dit. Ils m'ont passé quelqu'un de l'iconographie, je pense. Mhm. Ils pensaient que j'allais écrire un texte sur l'œuvre. Et donc ils m'ont envoyé une très bonne définition de la pièce, en fait. Donc j'ai eu vraiment donc ouais, la repro, enfin je pense comme quand on fait des catalogues, tout ça, enfin je pense que j'ai eu accès à cette iconographie. Enfin, Donc ça, c'était pour l'œuvre de Rauschenberg. c'est ça, ouais. Donc ils m'envoient ça. Et à partir de là, en fait, j'ai travaillé un peu comme avec mes dessins, très dans le temps, tout ça. Je me suis dit, tiens, ça serait intéressant qu'en fait l'œuvre se révèle petit à petit. En fait, parce que la dernière image, on voit réapparaître une woman qui est une série qu'a fait de Kooning dans ces années-là. Mhm. Et donc, en fait, dans le diaporama, c'est un diaporama à la base, c'est un film d'animation diaporama. Mhm. Je crois j'ai pas en tête, mais je crois qu'il y a 180 étapes en fait. Ah ouais. Mhm. Pourrait en fait, donc c'est pour ça que c'est pas un travail scientifique entre guillemets. Mhm. Mhm. C'est détouré à ce que j'ai vu comme traces laissées par Rauschenberg. Et degré par degré de contraste, j'ai rehaussé en fait le dessin. Mais Oui. je voulais pas qu'il y ait enfin qu'on voit les étapes. Je voulais vraiment que le dessin réapparaisse comme Mhm. un. Mhm. Mhm. Faire de l'effacement, en fait, Ça, voilà, ouais. Et donc en fait, processus contraire. les gens qui voient la pièce en fait ils se disent que c'est une reproduction de Rauschenberg.
Et en fait, ils vont voir après les autres œuvres qu'il y a dans l'expo, ils se retournent et ils voient une autre version de. Ils se disent, tiens, ça a bougé. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est que. Et Mais en presque. fait, l'œuvre de Rauschenberg, elle n'existe plus. Le dessin a vraiment été effacé. Ouais. On n'en a pas de traces. Et toi, tu l'as redessiné, mais d'après les traces. Schoenberg, c'est son œuvre parce qu'il l'a effacée, mais l'œuvre de Kooning, elle n'existe plus. Ouais. Voilà, Et il c'est y a ça. même L'œuvre Alors, de Ryu, je dessin vais. n'existe Voilà. plus. Et là, tu réinventes un de Ouais, ouais. Kooning qui n'existe plus, en Et fait. alors, Denis Rioux, je lui ai demandé parce que enfin, quand j'ai fait la pièce, je lui ai dit est-ce que la pièce existe? Est-ce que je pourrais le voir? Et du coup, lui, il s'est intéressé aussi à cette pièce et pour lui, c'était. Enfin, je pense qu'il était dans le jeu aussi. Il a voulu rechercher, il a fait des recherches. Il m'a dit non, non, je crois que cette pièce n'existe plus. De Alors, Kooning, il n'avait depuis. pas fait de photo. Non, par contre, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai fait la pièce, il n'y avait pas sur le site du MoMA de visuel de rayon X. Alors, Mhm. oui, maintenant, quand on va sur le site du MoMA, il y a une version, mais là, rayon X, c'est-à-dire scientifique, avec Et que le toi, tu dessin. n'avais pas quand tu as travaillé. Non, non, moi je suis parti. Alors, il y a eu trois étapes. Il y a eu ce scan, Mhm. moi qui m'intéressait pas trop. Je trouvais que ça restait une idée. Et en fait, ça me fatiguait un petit peu ce truc d'artiste, entre guillemets. Enfin, j'aime bien l'art conceptuel, j'adore tout ça, mais des fois, je trouve que il y a un petit peu juste une idée. Et enfin, voilà, je trouve que voilà, moi, ça me suffisait pas pour ce projet-là. Mhm. Et donc, en fait, après, je l'ai redessiné. En fait, il y avait les traces par Rauschenberg. D'ailleurs, j'ai toujours le dessin. Donc, c'est un calque. Voilà, je l'ai appelé De Kooning Ghost. Je crois qu'il est sur mon site aussi, où j'ai essayé de retrouver à vue d'œil les traces laissées par Rauschenberg. Mhm. Et après, j'ai fait la vidéo. Voilà. D'accord. Ouais. Il y a eu trois versions. Et voilà, et tout en redessinant les lettres de prison, là, il y a le complot des pigeons à côté. Je me rappelle travailler vraiment sur ces deux tables toujours. Ouais, enfin voilà. Donc voilà pour ce. Et bon, c'est une pièce en fait là qui a été montrée donc à l'école d'art du Havre, mais en fait il y a Maurice Fréchuret aussi dans son livre qui en parle sur l'effacement. Il y a un livre, Mhm. l'effacement, effacer un geste artistique. Il, Mhm. il parle de ça et Denis aussi en parle dans son livre. Voilà, donc c'est une pièce qui marche bien encore maintenant, quoi. Ouais, ouais, bah, elle est assez fascinante. Mhm. Alors c'est marrant parce que je suis allé même voir parce que quand j'ai fait la pièce après donc je travaille avec un galeriste avec Christophe Davieteri, il me demandait bon on peut la vendre ta pièce et donc je suis allé voir un avocat pour voir si je pouvais vendre ma pièce tout ça parce que Mhm. Ah si oui. Mhm. normalement si le MoMA tombe dessus à mon avis Ah ils peuvent ouais, ouais, ouais. pas. Mhm. Mhm. Ah Et oui, il y a une l'avocat m'avait question. répondu ah c'est intéressant ça se plaide votre histoire. Ah, c'est bien. Et même si on vous attaque, ça vous fera de la pub, tout ça. Donc voilà, bon, c'est. Et alors, est-ce que tu vas parler de tout ça dans le colloque auquel tu as Ouais. convié à l'INHA? Alors, je pense que là, voilà, je vais voir un petit peu. C'est plus souvent, on m'interroge aussi sur mon rapport dessin et écriture. Donc là, c'est un colloque en janvier, hein, c'est ça, tu m'as Ouais, dit. Ça ouais, va ouais. porter en Le janvier. 5 janvier, normalement, si on n'a pas une nouvelle vague qui apparaît, tout ça. Mais j'ai déjà parlé déjà aussi. Hein, c'est pas la première fois qu'on m'invite pour Mhm. dessin et écriture. J'avais participé à un colloque au CAPC pour parler de ce rapport-là qui, dans mon travail, voilà, et avec le temps, je trouve que enfin voilà, c'est entre guillemets une sorte de spécialité où souvent Mhm. 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 il y a ce rapport dessin-écriture, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce rapport à l'effacement. Souvent, je parlais d'artistes avec qui on était associés, avec des familles d'artistes. Il y a des artistes que je sais pas, Estefania Penafiel, Laosa, Jérémy Benquin, Pierre Bloch, Roman Opalka. Enfin, c'est Mhm. Oui. Mhm. des Mhm. artistes. Souvent, voilà, Jérémy, on a dû faire, je sais pas, 6 expos ensemble. Ma première expo, je l'ai faite avec lui, chez Christophe Davieteri. Et là, je travaille avec la Galerie C maintenant, en Suisse. J'ai fait une expo avec Jérémy. On est dans la même galerie, en fait. Mhm.
Jean-Christophe Normand aussi, souvent on a exposé Oui. ensemble. Et donc c'est voilà, c'est une famille d'artistes. Il y a Sally Bonne aussi qui a fait un article dans Art-Press, une sorte de dossier où on peut retrouver tous ces artistes-là. Donc voilà, donc c'est. Alors je pense que c'est pareil pour d'autres artistes, hein. Je pense qu'il y a d'autres familles comme ça. Enfin voilà, je pense que c'est aussi ce lien qui nous unit, c'est ce rapport à l'écriture. Mais c'est vrai que par exemple Jérémy Benquin qui efface Proust, par exemple, quand il y avait eu de Kooning avec donc ces séries de dessins, enfin, je trouve qu'il y a vraiment un lien avec ce rapport d'écrire par l'effacement. D'ailleurs, enfin, j'ai fait des recherches sur Rauschenberg et justement et de Kooning. Et en fait, donc, bon, il a été attaqué un petit peu, enfin, gentiment, mais il a été attaqué un petit peu Rauschenberg à l'époque. Il lui reprochait de vouloir faire sa pub sur le dos D'un artiste très connu, oui. et en voulant effacer tout ça. Et lui, il a répondu en fait que en fait, c'était une forme d'hommage qu'il rendait, qu'il réécrivait l'œuvre, mais seulement en renversant le crayon. C'est-à-dire qu'il faisait référence au crayon à l'époque, les crayons américains, ils avaient des bouts de gomme. Avec la coupe au bout, ouais. De d'écrire et de dessiner par l'effacement, par le palimpseste. Donc voilà. Merci. Bah, de rien. Ah, c'est chouette. Ouais. Écoute, je pense que ça va être. Alors, je vais essayer d'arrêter l'enregistrement. J'espère que ça va